nous avec vous. N'oubliez pas, si cette chaîne vous convient, vous parle, vous plaît, de liker. De liker aussi sous les interviews, de poser les questions aux intervenants. Et pensez à partager avec vos amis, avec votre famille. Alors aujourd'hui, on va recevoir une personne que l'on a déjà reçue, qui s'appelle Elisabeth Clémenti, qui était venue nous parler du jeûne il y a quelque temps. Aujourd'hui, elle vient nous expliquer qu'est-ce que la naturopathie. On connaît bien sûr la naturopathie, mais est-ce qu'on connaît vraiment tous ses bienfaits? Eh bien, c'est ce qu'Elisabeth va nous expliquer aujourd'hui. Elisabeth, bonjour. Bonjour Valérie. Merci d'être de nouveau avec nous pour nous expliquer eh bien votre profession, la discipline que vous utilisez, qui est la naturopathie. Oui. Alors, c'est un grand sujet, c'est un vaste sujet. On va commencer par le début. Qu'est-ce que la naturopathie? La naturopathie, c'est en fait, on a appelé ça naturopathie, mais c'est un vaste sujet qui est vieux comme le monde. La naturopathie permet à une personne de rester en santé par les choses naturelles, tout simplement. Tout simplement, d'accord. Alors, dans cette boîte à outils, parce que la naturopathie, je pense que c'est une boîte à outils, il y a plusieurs choses qui sont incluses dans la naturopathie. Qu'est-ce qu'il y a exactement dans la naturopathie? Quels sont... Déjà, on prend la personne dans sa globalité, son mode de vie, l'alimentation, et on va avoir plein d'outils comme l'aromathérapie, la gémothérapie, tout. On a plein de petits outils comme ça qui vont nous permettre d'aider la personne à garder la santé par des moyens totalement naturels. D'accord, c'est comme en psychothérapie, il y a la psychothérapie, dedans il peut y avoir la sophrologie, la psychogénéalogie, ou voilà, d'autres outils qu'on utilise. D'accord, tout à fait. Alors quand on vient vous voir, comment ça se passe? Comment se déroule déjà la première séance de naturopathie? Alors, la première séance, elle permet d'avoir un premier contact. C'est vraiment, on fait une anamnèse, j'essaie de comprendre comment fonctionne la personne. Parce qu'en fait, on va pas faire une ordonnance quand on va chez un médecin. Donc, on essaie de comprendre la façon de fonctionner. Parce qu'en fait, on ne va pas débouler dans la vie de quelqu'un et changer complètement sa vie. Parce que quand on change complètement, du coup, les résultats ils sont difficiles. Ouais. Par contre, voilà, si on essaye au fur et à mesure de changer certaines façons de faire, après l'alimentation, moi c'est on va dire 80% de ma façon de travailler, c'est essayer de changer l'alimentation, parce que en fait c'est le carburant. C'est notre carburant, exactement, c'est ça. Et si déjà le carburant est mauvais, la machine ne peut pas bien fonctionner. Tout à fait. Voilà. Donc du coup, je travaille beaucoup sur l'alimentation et après, j'ajuste au fur et à mesure des séances s'il y a besoin de séances après. D'accord. Bon, oui, c'est pas forcément obligatoire qu'il y ait 3, 4, 5, 10 séances. Je ne pousse jamais à la consommation de séances, en fait. J'aime bien voir les personnes au moins une fois par an pour rechecker un petit peu. Faire un bilan. S'il y a besoin, et parfois on peut revenir un petit peu sur la route parce qu'on s'égare, on a tendance à s'égarer au niveau par rapport à certaines mises en place, et c'est bien de revoir au fur et à mesure. Mais en fait, dès l'instant où on a mis en place certains petits protocoles d'alimentation et avec certains compléments en fait qui sont nécessaires maintenant dans la vie de tous les jours, se complémenter, c'est pas mal parce que les nutriments sont beaucoup moins riches qu'avant. Donc c'est bien de complémenter. Après, libre à chacun de le faire ou pas. Bien sûr. Donc c'est vraiment là mon travail
naturopathe. D'accord. Alors, quand quelqu'un vient vous voir et déjà, pourquoi on vient vous voir? En règle générale, quelles sont les premières raisons pour lesquelles les personnes consultent un naturopathe? Il y a les personnes qui ont l'habitude, qui viennent régulièrement voir une naturopathe pour voir si tout va bien, quand ils ont des petits désagréments, pour un changement de façon de s'alimenter. Ouais. Une personne qui veut devenir végétarienne, qui a peur de carences, donc on essaie de voir par rapport aux carences. Ouais. Donc ça peut être ça, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui ne sont pas entendues par l'allopathie en général. Ouais. Et du coup, elles viennent voir une naturopathe pour essayer de faire différemment. Voilà, différemment et naturellement, qui ont marre de prendre des molécules à tire-larigot, qui se retrouvent avec 6-7 comprimés le matin. Et en fait, comment voulez-vous que le corps, en fait, il réagisse à ça? Bien sûr. Et s'aperçoivent ces personnes-là, en fait, que ça va plus, que leur corps, il en peut plus d'ingérer, en fait, toutes ces molécules différentes. Ouais. Et avec ça, on essaye, en fait, au fur et à mesure, souvent en accord avec le médecin, ou pas. Parfois. Ça dépend des fois. Voilà, ça dépend. Donc moi, je contre jamais, bien sûr, le médecin traitant. Je fais pas de forcing. C'est un accompagnement. C'est un accompagnement. Et donc j'essaye vraiment de faire en sorte que les personnes soient mieux. Et on le fait en accompagnement. C'est pas du forcing, c'est ensemble, on va faire en sorte que ça aille mieux. D'accord, voilà. Donc, par exemple, est-ce que vous avez des personnes qui ont des pathologies, par exemple des problèmes de digestion, des problèmes, moi dans mes patients, j'ai des personnes qui avaient la maladie de Crohn, des pathologies quand même liées à tout le système digestif. Donc, est-ce que la naturopathie rentre là-dedans, des états inflammatoires? Est-ce qu'avec la naturopathie, on peut justement améliorer ce genre de symptômes? Évidemment, en fait, tout passe par l'alimentation. Si vous avez une maladie de Crohn et que vous faites pas attention à votre alimentation, le Crohn, il va être inflammé plus. Un diabète, il faut l'accompagner, il faut bien s'alimenter, il faut faire attention. Il y a plein toutes les maladies inflammatoires. Si vous lui donnez du feu par-dessus, ça va pas le faire en fait. Voilà. Donc l'alimentation est vraiment mon cheval de bataille. Crucial. En fait. Oui. Donc ça va être un réapprentissage ou un apprentissage parce que j'imagine que il y a des personnes, quand vous leur dites mais non, ça, si vous le mangez, ça va engendrer ça et ça, il doit y avoir des personnes qui ne savent même pas que ça pose problème, tel ou tel aliment. Quand vous voyez que déjà, quand on est en chimio, qu'on vous donne du sucre à la fin de votre séance de chimio, là, moi, ça me fait devenir folle, en fait. J'ai envie de crier, j'ai envie d'aller les voir et leur dire, mais qu'est-ce que vous faites? Alors que ce sont des bénévoles, souvent, qui sont là pour les personnes en chimio et qui donnent des gâteaux, des trucs sucrés. Mais non, c'est vraiment n'importe quoi. C'est un schéma un peu archaïque, j'exagère. C'est un petit peu l'alimentation, j'ai envie de dire, de nos grands-mères, voire nos arrière-grands-mères. Cette notion de on donne le sucre parce que c'est ça qui va donner le coup de fouet, alors qu'en général, ça va avoir un effet derrière. En fait, c'est plus que ça, c'est le sucre doudou, en fait. C'est le sucre qui va réconforter. Et alors que c'est un mauvais réflexe. En fait, même aujourd'hui, c'est quand même reconnu que, par exemple, les enfants dits hyperactifs, si on leur retire le sucre industriel, en des fois 15 jours, il y a un véritable changement. Moi, je l'ai vu dans des accompagnements en psychothérapie, mais comme je connais ce sujet, je l'ai proposé aux parents. Et de voir la transformation de l'enfant qui s'apaise. Donc aujourd'hui, le sucre, on en entend quand même beaucoup parler, on sait que c'est toxique. C'est quelque chose de toxique pour l'organisme. C'est hyper toxique. Et en fait, quand on veut vraiment enlever le sucre pour des personnes qui sont en cétogène, en régime cétogène,
c'est super difficile d'enlever le sucre parce qu'il y en a partout. C'est ça. Partout. Et oui. Donc et effectivement même les mamans qui ont des enfants comme celui hyperactifs ont du mal en fait à enlever le sucre parce que déjà les enfants ils sont souvent sucrés. Ils ont un goût sucré, ils ont envie du sucre et pour l'enlever complètement, c'est très compliqué. C'est compliqué. Hein. Ouais. Alors, dans vos accompagnements, donc il y a cette première séance où vous allez faire l'anamnèse, voir comment la personne elle vit. J'imagine que quels sont les points que vous regardez par exemple dans la vie de la personne, au-delà de l'alimentation? Je regarde le côté déjà les influences de l'alimentation. Combien de repas? Qu'est-ce qu'il y a dans ces repas? Si c'est plutôt sucré, plutôt salé. Les goûters, est-ce qu'il y a besoin de goûter? Comment ils sont? Les grignotages, pas de grignotage. S'il y a des antécédents familiaux, c'est bien de savoir tout ce qui s'est passé au niveau alimentaire par rapport aux familles. Il y a les diabètes, souvent on les retrouve dans la famille. Les maladies, qu'est-ce qu'il y a eu comme maladie? J'essaye en fait vraiment, je fais la petite enquête pour savoir qu'est-ce qui va ressortir, qu'est-ce qui pourrait ressortir après. Voilà. Et qu'est-ce qui influence aussi un peu psychologiquement la personne? En fait, la façon dont on nous a élevés va faire aussi la personne que l'on va être et que l'on est. Donc j'aime bien aller chercher en fait tous ces petits détails qui vont vraiment m'aider à un moment donné de l'accompagnement de la personne. Parce que c'est aussi un accompagnement, c'est vraiment quand on accompagne une personne en naturo ou comme vous faites en psychogénéalogie et tout ça, c'est savoir qu'est-ce qui s'est passé autour de cette personne, qu'est-ce qu'elle a vécu, pourquoi est-ce qu'elle a des compulsions alimentaires, pourquoi elle a des récidives de problèmes inflammatoires à telle période de sa vie. Voyez, pourquoi il y a cet asthme, un asthme que la personne n'arrive pas à contrôler. C'est pour ça que je me suis formée en transgénérationnel, pour avoir ce côté-là, de vraiment aller pousser et comprendre et faire comprendre à la personne qu'il y a des choses qui ne leur appartiennent pas. Voilà. Et ça c'est vraiment puissant. C'est super. C'est vraiment un accompagnement qui reste pas dans une petite boîte. On va pas mettre quelqu'un dans une boîte. Bon, vous avez ça, je vais vous donner ça. Non, je suis pas médecin, quoi. Je suis là vraiment pour aider la personne à ce que elle aille mieux et qu'elle fasse son travail. En fait, on peut pas dire à la personne quoi faire. C'est à la personne de se dire je vais faire ça. Voilà, c'est elle qui doit prendre sa vie en main. C'est aider la personne à reprendre sa vie en main, tout simplement. Et c'est intéressant, justement, je trouve ça très intéressant votre façon de faire, parce que on ne parle pas que de l'alimentation. On parle de la psychologie, évidemment le transgénérationnel, c'est pas moi qui vais dire le contraire, c'est un outil juste fabuleux. Où vraiment il y a des décryptages qui se font. Et effectivement, la notion du transgénérationnel avec l'alimentation, moi j'ai vu dans des séances que j'ai fait avec des patients, les grands-parents qui ont fait la guerre, le manque, comment ça peut jouer, faut finir son assiette, etc. C'est sûr que dans une démarche de rééquilibrage alimentaire, tenir compte du vécu de la personne, mais aussi parfois de ses ancêtres, ça peut être un levier très puissant. Ah, c'est incroyable, oui. Quand on arrive à comprendre la raison pour laquelle une personne est boulimique ou n'arrive pas à laisser dans son assiette quelque chose parce que elle a manqué, donc du coup jamais elle laissera quelque chose dans son assiette, quoi. Donc c'est là où on peut comprendre et là on peut bien accompagner. C'est tout un accompagnement.
Voilà, c'est pas que de la nourriture ou que des complémentations, c'est aussi comprendre le fonctionnement d'une personne. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui holistique, c'est-à-dire on tient compte de la totalité de la personne, qu'elle soit physique, émotionnelle. J'imagine aussi que le vécu au quotidien, si c'est quelqu'un qui est en séparation, si c'est quelqu'un doit jouer aussi. Bien sûr, on parlait tout à l'heure. C'est la première séance, en fait, elle est très importante parce qu'on va vraiment parler de la vie au quotidien de cette personne. C'est comprendre vraiment, il faut vraiment que je comprenne comment elle fonctionne, ses ressentis, sa façon d'être, de vivre, comment elle est accompagnée. Voilà, c'est essentiel parce que sinon, en fait, on peut pas accompagner correctement. Oui, l'ajustement, il se fait pas correctement. D'accord. Alors, dans les autres outils, vous avez parlé des compléments, vous avez parlé de la gymothérapie. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, par exemple, par rapport aux compléments, comment vous savez quel complément donner? Qu'est-ce qui va vous permettre de savoir où est le manque? C'est au fur et à mesure. Après, moi, je travaille beaucoup en gymothérapie, en phyto, les huiles essentielles, j'adore ça. Mais en fait, il y a des personnes qui pourront pas, qui vont être plus sensibles à de la gémo, ou c'est souvent des alcoolatures, donc des personnes ne peuvent pas prendre d'alcool. Vous voyez, j'essaye de voir comment aider la personne, et ce sont des réflexes au fur et à mesure. Et après, parfois, ça sera juste des compléments alimentaires et ça suffira. Vous voyez, c'est en aromathérapie, quand j'utilise l'aromathérapie, c'est vraiment quand je veux complémenter finement. Voilà, c'est vraiment quelque chose de très fin, parce que les huiles essentielles sont fantastiques, mais elles peuvent aussi faire beaucoup de dégâts si elles ne sont pas bien utilisées. Donc c'est vraiment parcimonie. Et c'est bien d'avoir plein d'outils, d'avoir les plantes, en phyto, même des simples tisanes peuvent faire vraiment un bien fou à des personnes qui vont être très réceptives. Donc voilà, c'est comprendre la personne et pouvoir aider avec les outils que j'essaye de comprendre, pas comprendre, mais ce sont des outils que je vais utiliser selon ce que j'ai compris de la personne. Voilà. Est-ce que, par exemple, dans les compléments alimentaires, vous proposez à la personne de faire un bilan sanguin, ou est-ce que, avec ce que vous voyez de la personne, c'est-à-dire sa peau, ses cheveux, peut-être ses ongles, vous savez ce qui lui manque? Alors, quand je vois une personne arriver, je la regarde. C'est vraiment une globalité. On va regarder, bien sûr, son teint. C'est très juste, le teint, la façon de la langue, la couleur de la langue. Bien sûr, c'est vraiment une approche de la personne dans sa globalité. Donc, on a bien sûr tout ça. Ce que l'on voit est très important. Et évidemment, si j'ai une prise de sang, c'est encore mieux. On peut la demander pour une fois d'après, mais évidemment, moi, je ne prescris pas de prise de sang, sauf si on va chercher à être plus pointu sur certaines choses. Je peux proposer de faire une prise de sang dans un laboratoire privé, et là, c'est complètement différent. Mais évidemment, avec une prise de sang, c'est beaucoup mieux. On peut être plus précis, et c'est mieux d'avoir directement des analyses plutôt que d'avoir juste les dires d'une personne. Parce que parfois, on peut me dire, oh là, j'ai vraiment un cholestérol qui flambe, alors que pas du tout. Et le cholestérol, je suis très mitigée là-dessus. Donc, il faut y aller parcimonie et tranquillement. Et c'est mieux d'avoir un papier qui nous dit exactement ce qu'il en est. D'accord. Mais c'est pas une obligation si la personne n'a pas envie d'aller se faire une prise de sang. Exactement. D'accord. Ok. Alors, dans votre protocole, quand vous recevez quelqu'un, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme outil? L'observation, on a vu, parler de l'alimentation. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous... Alors le transgénérationnel aussi. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres choses?
parfois pour m'aider un petit peu, je peux aussi regarder un peu l'iris de l'œil, parce qu'on est formé en iridologie, hein, évidemment. Ça peut être pour des personnes qui parlent pas beaucoup, qui se dévoilent pas beaucoup. Parfois, le corps peut nous aider tout simplement. Et c'est vrai qu'en irido, on peut bien se faire accompagner par les yeux de la personne. Et il y a pas mal de signes qui sont là. Donc, je m'aide de ces outils-là, oui, évidemment. D'accord. Donc ça fait partie de la formation de naturopathe. Exactement. L'iridiologie. Oui. Alors, on a parlé de la phyto, tout ça. Donc, tout ça, ça fait partie de la formation de naturopathe. Bien sûr. C'était inclus dedans. Ah oui, oui, bien sûr. Et oui, parce que naturopathe, on entend ce mot, mais on ne sait pas ce que ça contient comme boîte à outils. Alors, le naturopathe, en fait, il va être formé en phyto, en aromathérapie, en physiologie. Il y a tout. Il y a pas mal de phases en fait, mais après il y a un grand travail qui doit être fait personnellement parce que il y a quand même le fonctionnement du corps humain à apprendre et à comprendre, pas que apprendre, à comprendre. Et là c'est vraiment très pointu et il y a un travail personnel à faire qui n'est pas anodin. Parce que les écoles nous donnent en globalité et après il faut vraiment être pointu, aller chercher, fouiller, regarder tout ce qui a été publié en fait, et ça c'est pas la mince affaire. Oui, il faut approfondir les cours, j'ai envie de dire, en lisant des livres, en cherchant. Exactement. On avait vu la dernière fois dans l'interview du jeune que voilà, les personnes qui l'avaient créé entre guillemets, qui l'avaient en tout cas mis en avant, et effectivement les découvertes qui se font au fil des années, c'est un apport supplémentaire pour chaque discipline. Exactement. Qu'est-ce que vous pourriez dire par exemple sur l'alimentation? Quels sont les points les plus importants qui seraient à surveiller, ou peut-être que nos spectateurs ne savent pas? Je prends un exemple comme ça, je dis une tomate, pour moi, ça apporte de l'acidité. Mais par exemple, est-ce qu'il y a des légumes, des fruits qui apportent de l'acidité, mais qu'on soupçonne pas du tout? Alors oui, pour la tomate, on va pas ressentir la tomate de la même façon si on est une personne assez corpulente et une personne fine, ou une personne qui a des problèmes digestifs, ou une personne qui peut tout avaler et qui n'a pas de soucis. C'est vraiment le terrain de la personne. Le terrain est très important. On travaille beaucoup en terrain. Il y a différents terrains en naturopathie. Et selon le terrain que l'on appartient, vous allez mieux réagir avec des produits acides, des produits gras. Vous voyez, c'est vraiment selon le terrain d'une personne. C'est ça. C'est pas attention la tomate, attention, je sais pas ce qui peut être acide encore, c'est est-ce que mon corps, lui, le supporte ou pas? Exactement. Donc, retirer tout ce qui amène de l'acidité en disant c'est pas bon, c'est pas la bonne formule, on va dire. C'est selon la personne en fait. C'est selon la personne. Voilà, selon la personne. Comme par exemple le citron, tout le monde croit que c'est un produit hyper acide alors qu'il a un pH qui est un pH neutre. C'est ça. Voilà. Oui, donc il faut quand même avoir cet accompagnement parce que vous savez quels sont les fruits, les légumes, les aliments qui vont être compatibles avec un terrain ou au contraire faire du mal à la personne selon le terrain qu'elle a. Oui, et il y a aussi, comme on disait, selon les habitudes de la personne. Moi, il y a des personnes en fait qui boivent 8-9 cafés par jour. Mon but, c'est de leur faire diminuer les cafés parce que ce café, en fait, c'est plus qu'un café, c'est un doudou, c'est quelque chose qui
pour certains cas, c'est vraiment un moyen de se reconnecter à l'enfance, à l'odeur du café, les parents, il y a tout ça en fait. Ouais. C'est vraiment, il y a certains aliments qui sont là, qui peuvent pas être éliminés totalement. Parce qu'ils jouent sur le psychologique. Ils jouent beaucoup sur le psychologique. C'est vraiment un côté affectif qu'on peut pas complètement enlever. J'avais un patient, moi, qui prenait le café parce que lui, son idée, c'était si je ne bois pas autant de café, parce qu'il en buvait beaucoup aussi, je ne tiendrai pas toute la journée. Lui, c'était la sensation que le café, sans le café, il tenait pas la journée. Donc, c'est aussi une fausse croyance, hein, et psychologique, là, du coup. Oui, en fait, ce sont ces croyances qu'il faut arriver à atténuer et à faire en fait voir la vérité en fait. Et l'essentiel quand nous accompagnons des personnes, c'est de leur faire voir et de leur faire être plus raisonnable. Oui. C'est la raison. Oui. Après, supprimer complètement quelque chose qui fait tellement plaisir, quel dommage. Oui. Moi, je dis, pour quand déjà on arrive à voir 2 cafés au lieu de 9, je me dis chapeau, c'est déjà pas mal. J'essaye vraiment d'accompagner pour qu'il n'y ait pas de frustration, parce que je trouve qu'il y a rien de pire que de la frustration, parce qu'après en fait, dès l'instant où la personne n'est plus hyper motivée, en fait, ça dégringole et il y a tout qui tombe, il n'y a plus rien qui va être fait correctement. Donc, je préfère qu'on garde quelques petites mauvaises habitudes pour bien travailler à côté. D'accord. Et j'allais justement vous poser la question, quels sont les plus gros freins ou les choses qui font que les personnes qui viennent vous voir, par exemple, ne tiennent pas dans le temps les engagements entre guillemets qu'elles se sont fixés ou le projet? Qu'est-ce qui bloque le plus? Quels sont les points qui bloquent le plus? Ce qui bloque le plus, ça serait la malbouffe. Oui. Les invitations des amis, les trucs, les pizzas, les choses, on évite. Oui, quand on veut manger correctement, il faut se préparer à manger, il faut essayer un minimum d'être organisé, c'est pas évident quand on a une vie sociale, qu'on va au restaurant, quand on a des apéros avec les amis, et tout ça, il faut quand même faire attention. Oui. Et là, parfois, ça craque. Par rapport à ça, ou quand on a besoin d'être complémenté financièrement, ça peut être un frein aussi, parce que manger correctement, ça coûte cher. Se complémenter, ça fait aussi un budget. C'est un budget. Après, il faut voir dans la balance qu'est-ce qui est important pour nous, pas important, et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour essayer de réguler et de faire en sorte que ce soit accessible. Ouais. Voilà. Et donc il y a la frustration aussi, c'est-à-dire la frustration de la personne qui ne va plus manger. Voilà, on parlait des pizzas, peut sentir la frustration et craquer. Est-ce qu'il y a un moyen de libérer cette frustration? Alors libérer. En fait, mon job, c'est de vraiment essayer de motiver la personne et lui faire comprendre à quel point ça va changer sa vie, une meilleure alimentation. Combien ça peut, sur une balance, le pour, le moins, et faire en sorte qu'elle prenne vraiment conscience de ça. Pas craquer, il y aura forcément des craquages. Mais l'essentiel, c'est qu'il y ait le moins de craquage possible et de faire le mieux possible, on va dire. Sauf de se dire, une fois par mois, je craque, je me mange une bonne pizza et c'est ok comme ça. Et c'est ok. Il y a pas de souci. Il y a des personnes qui sont sans gluten et une fois par mois, elles se font une pizza ou après il y a certaines personnes qui peuvent pas vraiment. Oui, mais bien sûr. Quand on fait attention, mais que ça peut aller, c'est ok. Vous voyez, quand c'est strict, il faut faire attention. On fait attention vraiment. Là, j'accompagne différemment. Mais quand c'est juste, on fait attention. Voilà, il faut. Je travaille beaucoup
en conscience et faire en sorte que la balance soit importante. Il y a un juste équilibre. Et ajuster, l'équilibre est important. Voilà. C'est-à-dire que oui, amener une amélioration pour soi, pour son corps, pour son hygiène de vie, mais ne pas tomber dans des excès qui seraient vraiment trop verrouillants parce qu'à un moment donné, c'est pas naturel. Oui. Donc on risque de recraquer. Alors, il y a des moments où je vais être stricte quand on me demande d'accompagner quelque chose de sérieux, un cancer. Là, le strict, il est obligatoire. Oui. Quand on veut se soigner d'une maladie qui est aussi auto-immune ou des choses comme ça, ou la maladie les grosses maladies où il y a vraiment besoin de strict, je suis là, j'accompagne et je suis là. Et on a besoin d'être strict parce qu'on veut aller mieux. Donc pour aller mieux, on est obligé. Après, voilà, quand on me demande pour de l'alimentation, pour perdre du poids, pour être un diabète de type 2, on peut l'améliorer. On va essayer de travailler sur l'alimentation, mais on se garde des petites niches et des petites recettes pour pouvoir craquer sainement. Voilà, c'est là où je trouve que mon job est intéressant et où je peux accompagner. Dans les personnes que vous avez accompagnées, vous avez accompagné des personnes qui avaient des cancers, mais sur des problématiques peut-être moins lourdes ou aussi des problématiques plus lourdes, est-ce que vous auriez 2-3 exemples j'ai envie de dire, de belles réussites ou de beaux résultats? Mes plus beaux résultats, je les ai en jeune parce que c'est vraiment un résultat très flagrant de suite. Ouais. Après, oui, j'ai pu accompagner quelqu'un pour une transformation par rapport au sucre, qu'il fallait supprimer des suites d'un cancer qui avait été traité, et on m'a demandé d'accompagner l'après chimio et tout ça. Et là, ça a été vraiment changer l'alimentation, pouvoir retravailler la façon de se complémenter, quoi faire, comment, qu'est-ce qu'il faut éviter, qu'est-ce qu'on supprime complètement. Voilà, ça c'est un accompagnement de naturo qui est très intéressant. Ouais. Et on voit les résultats, et après quand on peut revoir une fois par an la personne, c'est sympa de voir l'évolution. L'évolution, le résultat et le bien-être, j'imagine, de la personne. D'accord. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres exemples pour nos auditeurs Est-ce que par exemple, il y a des personnes qui sont en surpoids, qui viennent vous voir? Alors, en surpoids, j'ai eu quelques petits rendez-vous qui étaient sympas, dans le sens où on a pu avancer, mais je les dirige assez rapidement vers le jeûne pour qu'il y ait une cassure en fait. Le jeûne me permet d'avoir une cassure, de faire prendre conscience du corps, de faire une introspection, et là, à partir de ce moment-là, on s'aperçoit qu'on peut être sans manger pendant quelques heures, quelques jours, une semaine, qu'on ne va pas mourir si on ne mange pas. Prendre conscience de cela. On n'est pas obligé de grignoter à longueur de temps. C'est le grignotage en fait, la plupart du temps, c'est ce grignotage qui va faire en sorte que les personnes prennent du poids, et la malbouffe, c'est le stress, on ne prend pas le temps de manger, réapprendre à manger, à prendre le temps, s'asseoir, mâcher, parce que c'est dans la bouche que ça commence la digestion, donc on ne prend plus le temps de mâcher, de se dire je m'assois pour le repas. Non, on mange un sandwich, on marche en même temps, allez on fait ci, on fait ça, on fait les courses en même temps. Mais non, en fait c'est ce stress qu'il faut arriver à stopper, ou en tout cas diminuer, et prendre le temps, essayer de prendre le temps, parce que c'est ce qui nous manque. On a une vie de fou et on ne prend plus le temps. Et c'est là où j'ai des résultats où on me dit oui, tu avais raison, hein, c'est quand même, je mange mieux quand je me pose et se préparer son repas,
tout simplement aller au travail avec le repas et pas descendre s'acheter un sandwich. Voilà, c'est dommage. Oui, en fait, c'est vraiment, voilà, encore une fois, ce mot holistique qui me vient, c'est-à-dire que c'est aussi, dans un premier temps, la relation qu'on a avec son propre corps. Beaucoup de personnes n'ont pas de relation avec leur corps réellement. Il y en a qui n'aiment pas leur corps, et il y a la vie autour de l'alimentation. Est-ce qu'on court tout le temps? Est-ce qu'on apprend à se poser pour faire les choses? Et on arrive à en faire autant bien souvent. En fait, c'est toute cette globalité qu'il va y avoir autour de votre accompagnement de naturopathe. Ah oui, c'est... je travaille aussi dans un magasin bio et là, j'ai des personnes j'entends des choses terribles, hein, sur la perte de poids, moi, des fois, je saute au plafond pour entendre. Il y a des personnes qui beaucoup de fausses croyances, des fausses croyances, et on s'affame pour. C'est pas en s'enfame arrêter de manger comme de cette façon-là qu'on va perdre du poids en fait. Hein, parce que faire un jeûne, c'est une chose, mais s'affamer, manger que de la salade ou pour perdre du poids, c'est faux, c'est du n'importe quoi, parce que là, ça n'a rien à voir du tout. Parce que en fait, là, on dit au corps, là, je suis ta femme, je te donne juste un tout petit peu. Et en fait, le corps, il se dit, ah, tu me fais ça, vas-y, je stocke, et tu vas voir. Et après, il y a rien de pire, en fait. C'est ce qu'on appelle l'effet yo-yo. On peut pas faire un régime en s'affamant. On fait un régime en mangeant correctement, en faisant du sport, en bougeant, vraiment en prenant conscience de son corps, en fait. Qu'est-ce qu'on a envie pour notre corps, pour soi? C'est se faire du bien à soi. C'est ça. En premier, c'est se faire du bien. Oui. Et l'accompagnement, je trouve que j'associe vraiment la perte du poids avec un accompagnement qui est nécessaire. C'est là où vous intervenez vous aussi par rapport à ça. Une personne qui a vraiment une personne qui est en obésité morbide a vraiment besoin d'être accompagnée pour perdre du poids. Et parce que ce poids-là, c'est un poids qui est important dans sa vie, d'après moi. Et on peut pas accompagner juste en donnant des compléments alimentaires. Non, c'est pas possible. Oui, ça peut pas être que sur le physique. Oui. Il faut que les raisons qui ont fait que la personne a pris ce poids soient connues, soient décryptées et soient libérées. Que la personne aussi réapprenne à s'aimer. Parce que c'est ce qu'on voit aussi bien dans le surpoids que des fois dans des moments d'anorexie. Il y a une négation du corps, une négation en fait de soi-même. C'est des grosses dévalorisations qui sont là en arrière-plan. Donc c'est vrai que c'est important que tout puisse être travaillé, voilà. Et c'est là où aussi vous qui accompagnez en transgénérationnel, il y a aussi cette fenêtre-là qui permet que les deux soient associés quand ça peut se faire voilà, on n'est pas toujours obligé de faire une psychothérapie, quoique si tout le monde devrait faire une psychothérapie. Mais voilà, à différents niveaux, oui, c'est nécessaire de comprendre aussi pourquoi psychologiquement parlant, comme vous disiez tout à l'heure, le doudou, le sucre ou le salé, hein, j'avoue que moi c'est plus le salé, etc. Donc c'est important de comprendre que c'est pas je vais chez la naturopathe, elle me fait, comme vous disiez, une ordonnance, elle me dit ça je mange pas ça, et puis hop, ça y est, c'est fait. C'est un global, le sport, ou au moins s'oxygéner, marcher aussi doit venir s'associer certainement. Oui, quand je parle de sport, je parle de ne serait-ce que marcher une demi-heure tous les jours, s'obliger à aller marcher. Voilà, c'est ça en fait, c'est bouger son corps. Si on reste toute la journée sur un canapé, moi les personnes qui sont à la retraite et qui restent toute la journée sur leur fauteuil et qui ont mal partout, oui, il y a un moment où il faut bouger en fait. Il faut commencer par juste 5 minutes, après le lendemain on fait 10 minutes et ainsi de suite. Et on remet en mouvement, il faut qu'il y ait du mouvement. L'homme n'est pas fait pour rester sur un canapé. Non. L'homme est fait pour marcher, pour bouger, pour vivre en fait. Hein. Pour vivre. Voilà. C'est ça. Et la naturopathie, c'est ça, c'est réapprendre à vivre
En équilibre. C'est se prendre en main. C'est apprendre à la personne, en tout cas c'est comme ça que je le vois, Oui. c'est faire en sorte que la personne se reprenne en main et voit tous les outils qui sont là, qu'on peut mettre à sa disposition et qu'on peut aiguiller selon ses besoins. Voilà, tout simplement. C'est aider la personne. Très bien. Elisabeth, est-ce que vous voudriez ajouter quelque chose pour nos auditeurs par rapport à cette démarche en naturopathie? Ben, il faut, je dirais qu'il faut essayer en fait de s'accompagner soi-même, de pas écouter de pas dire amen à tout ce que l'on dit, aller chercher des renseignements. On a suffisamment d'outils de nos jours pour pas dire oui aveuglément à quelqu'un. Prendre conscience que l'on est maître de notre vie et c'est pas parce qu'un médecin va nous dire tu as ça, il faut que tu fasses ça, ou que tu prennes ce médicament-là qu'il faut tout faire. Oui, ok, on doit faire attention, mais il faut rester vigilant. Voilà, la vigilance est très importante et pour cela, il faut vraiment garder les yeux ouverts. Garder son discernement. Exactement. Très bien, très bon conseil pour beaucoup de choses d'ailleurs, même en dehors de la naturopathie. Tout à fait. Elisabeth, merci beaucoup pour vraiment toutes ces informations qui sont très riches. Et si jamais vous avez envie de poser plus de questions à Elisabeth, comme d'habitude, vous aurez sa carte à la fin de cette vidéo. Vous pourrez aussi poser vos questions sous la vidéo et Elisabeth se fera un plaisir de vous répondre. En ce qui nous concerne, on se retrouve très bientôt sur la chaîne J'ai rendez-vous avec vous. Et si cette interview vous a plu, pensez à liker et à la partager avec votre entourage. En attendant, prenez soin de vous.